Mesdames, Messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Macky Sall a rejoint Dakar ce matin en provenance d'Arabie Saoudite. Le chef de l'État a terminé son séjour à Médine, où il a prié dans la Sainte Mosquée. Aussitôt, à son arrivée, le président de la République a ouvert les premières rencontres économiques de Dakar. Et puis, nous parlerons dans ce journal du référendum du 20 mars. Le vote des militaires et paramilitaires a commencé. Ils sont plus de 20 000 inscrits sur les listes électorales. Dans cette édition, le point à Ziguinchor, Dakar et Tambacounda, et puis dans la série de reportages consacrés au projet de réforme constitutionnelle, tout sur le 8e point qui permet aux Sénégalais de l'extérieur d'élire eux-mêmes leurs représentants à l'Assemblée nationale. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République est rentré d'Arabie Saoudite tôt ce matin vers 4 heures. Le chef de l'État a effectué le petit pèlerinage au lieu saint de l'islam. Au cours de sa visite en Arabie Saoudite, le président de la République, Macky Sall, a assisté à l'opération Tonnerre du désert. À son arrivée, il a été accueilli par le Premier ministre et des autorités civiles et militaires. Dès son arrivée à Dakar, le président de la République a ouvert les premières journées économiques de Dakar avec comme thème le levier de la croissance, défini comme évolution annuelle de la richesse, la croissance, mais en relief plusieurs variables, le capital, le travail, la démographie et l'investissement public, un débat économique accessible à tous. C'est ce à quoi le cercle des économistes invite les différents participants. Le président Macky Sall a mis l'accent sur une croissance recentrée sur l'homme intégral, une croissance génératrice d'emplois et socialement inclusive. 10 étudiants ont été primés à l'occasion. Le récit d'Aboubakri Khan. Le rendez-vous de Dakar vient concrétiser un engagement convenu à la 15e édition des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Il est à l'initiative du Cercle des économistes et de l'excellence universitaire africaine, et l'objectif est de promouvoir un débat économique ouvert et accessible. Une réflexion sur un sujet d'actualité, les leviers de la croissance. L'Afrique a ses atouts pour décoller, mais il faudrait que l'Afrique s'appuie sur des leviers de la croissance comme le capital humain, comme les infrastructures, l'agriculture, entre autres, et c'est ce que nous sommes en train de faire au Sénégal. Nous raisonnons maintenant au Sénégal en termes de bonheur intérieur brut par une fertilisation croisée de l'économique et du social. Nous sommes réunis pour trouver des conclusions et avoir une réflexion extrêmement exigeante en matière économique, et c'est évidemment une ambition qui est forte. Avec des approches et compétences différentes, la richesse des débats est garantie. Cet espace de dialogue entre économistes permettra ainsi de répondre à une série de questions relatives au devenir de l'Afrique. À travers un concours, la parole a été donnée aux étudiants, de jeunes Sénégalais qui ont été appelés à imaginer leur vie en Afrique demain. Dans une parité parfaite, les 10 meilleurs ont été primés, ils ont rêvé et exprimé leur vision de l'avenir. Ils expriment tous, et ça c'est unanime, un attachement très profond à leur pays et à leur continent. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde aujourd'hui, d'être optimiste sur l'avenir. N'ayez pas peur de rêver. Le rêve associé à la passion, au travail, à la remise en question, je crois que ce sont des ingrédients de base pour réussir sa vie. Et c'est la complémentarité des réussites de vie de chacune et chacun d'entre nous qui feront demain que le Sénégal sera fort et que l'Afrique sera forte. La session inaugurale a ainsi permis de confronter des points de vue sur la place de l'Afrique dans le monde. Des pistes de réflexion susceptibles de contribuer au débat public. L'Afrique progresse certes, mais n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Un continent riche de ses potentialités, notamment en matière d'énergie. L'énergie, un prérequis à tout processus de développement durable. Hydroélectricité, premier potentiel mondial.
Biomasse, deuxième potentiel mondial. Solaire, premier potentiel mondial. Éolien, troisième potentiel mondial. Géothermie, deuxième potentiel mondial. Le paradoxe, le continent de toutes les énergies renouvelables est dans une situation où 750 millions d'Africains à ce jour n'ont pas d'accès à l'énergie. C'est pas la démocratie qui apporte la lumière, c'est la lumière qui apporte la démocratie. Toutes les croissances fortes et durables sont nées d'un surplus qui permet d'investir dans des secteurs nouveaux. Le président de la République a mis l'accent sur les paramètres et facteurs essentiels qui favorisent la croissance tout en indiquant que celle-ci n'a de sens et d'effet que si elle améliore les conditions d'existence des humains. Il ne peut y avoir ni croissance ni développement quand l'investissement se heurte au conflit et à l'instabilité. Rien ne peut se faire sans la paix et la sécurité. Aujourd'hui, ce sont des données fondamentales. Ils tiennent également au capital humain. C'est un facteur indispensable. On a vu des expériences réussies de développement sans ressources naturelles significatives, cas du Japon, de la Corée, pour ne citer que cela. Mais aucun pays au monde ne peut y arriver sans ressources humaines de qualité, c'est-à-dire des hommes et des femmes formés, qualifiés pour relever les défis du développement, surtout dans une société animée par l'économie du savoir et du savoir-faire. À travers un dialogue interactif avec notamment les lauréats du concours, le débat a porté sur les grands défis du moment: formation des jeunes, accès aux capitaux, coopération internationale sur les flux financiers et transparence, entre autres. Avec 5 sessions qui traitent de 5 leviers de croissance, les rencontres économiques de Dakar abordent les questions majeures et donnent l'occasion à des économistes, chefs d'entreprise, journalistes, responsables politiques ou dirigeants d'institutions internationales de confronter leurs points de vue. Le développement de l'Afrique incombe d'abord aux Africains. Le chef de l'État a appelé en partenariat à la place de l'aide publique. Le président Macky Sall est revenu sur les paramètres qui déterminent le devenir de l'Afrique. Un continent qui a besoin d'accélérer et d'accéder au marché des capitaux. La préoccupation de la transparence et la perception du risque ne justifient pas les longues procédures. Nous l'écoutons. Des ressources naturelles, y compris l'énergie, l'environnement, le capital humain, le leadership féminin et la sécurité comme condition de la croissance. Tous ces paramètres combinés déterminent le devenir de nos nations. L'Afrique a besoin d'accéder au marché de capitaux. Et nous devons vraiment lutter contre les conditions artificielles des risques sur l'Afrique. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun partenaire qui se plaint aujourd'hui qu'il n'a pas été payé dans sa dette. Donc où se situe le risque en Afrique? Pour qu'on impose à nos pays de payer 4 fois plus cher. Alors ça, c'est un vrai problème. J'aimerais que le professeur Lorenzi, vous nous aidiez sur cette question, sur cette perception du risque qui n'existe que dans la tête. Parce qu'il n'y a pas de risque plus à Dakar qu'à Paris ou en Grèce. Pas de risque plus important. La réduction des délais de conception, de financement et de réalisation des projets de développement et d'infrastructures. Il faudrait également arriver à une simplification des formalités et des procédures dans le respect des règles de la bonne gouvernance. Il y a une bureaucratie qui est outrancière par rapport à nos ambitions. Et tout cela a été mis en place simplement pour ralentir les décaissements, pour dire les choses telles qu'elles sont. Tout ça, ce sont des filtres pour que, voilà, nous devons avancer pour rattraper le retard. Pour cela, il va falloir donc imaginer des procédures qui respectent les préoccupations de transparence, mais qui ne bloquent pas l'activité économique des États.
Avant de rentrer à Dakar, le président de la République s'est rendu à Médine. Cette étape a clôturé son séjour en Arabie Saoudite. Voici le reportage de Pape Biram Ndiaye. À son arrivée à Rafl el-Batin, au nord-est de l'Arabie Saoudite, le président Macky Sall est accueilli par son Altesse Mohammed Ben Nayef, prince héritier, 12e personnalité du royaume saoudien, bras droit de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des 2 saintes mosquées. Un séjour du président de la République Macky Sall en Terre Sainte qui a permis au chef de l'État de renforcer l'axe Dakar-Riyad. Des entretiens en tête-à-tête avec de hautes personnalités du royaume d'Arabie Saoudite, une série de rencontres qui traduit l'intérêt sans cesse croissant des autorités saoudiennes à l'endroit de notre pays. Passé cette étape, le chef de l'État s'est envolé pour Médine. Médine, la sainte où repose le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Médine, la 12e ville sainte de l'islam après la Mecque. Cette citadelle abrite la mosquée du prophète, passage privilégié pour tout musulman grâce à ses nombreux bienfaits. À l'heure de la prière du soir, le président Macky Sall fait son entrée dans l'univers sacré du tombeau du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. D'intenses moments de piété aux côtés d'une première dame pieuse. Des prières sont formulées, ponctuées par des invocations divines. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Ce sont des moments uniques dans la vie d'un musulman. Fouler le sol de la terre sainte de Médine, le point de départ de la propagation de l'islam. Ici, il est difficile pour certains de contenir cette forte dose émotionnelle. Des larmes de joie d'un fidèle musulman réconforté par le président Macky Sall à la sortie de la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est ainsi que s'achève la visite du chef de l'État en Arabie Saoudite, direction Dakar. Arafat vote oui au référendum du 20 mars prochain. La structure dirigée par Adja Diop tenait cet après-midi son assemblée générale sous la présence effective du chef de l'État. À cette occasion, le président Macky Sall est largement revenu sur les enjeux de la réforme. Par ailleurs, le mouvement va rester un partenaire du gouvernement dans l'organisation du Hajj. Oumar Nying. Pour une première dans l'histoire du mouvement créé il y a 25 ans, Arafat est honoré. La présence du chef de l'État à l'Assemblée générale est hautement appréciée. Du coup, Adja Diop et ses camarades s'engagent. Monsieur le Président, Arafat n'est pas oui. Arafat vote donc oui, convaincu de l'importance des 15 points de la réforme constitutionnelle. Adja Diop le dit à haute voix. Avec elle, des cellules représentant les 36 000 membres du mouvement. Le président Macky Sall leur a expliqué les enjeux de la consultation du 20 mars prochain. Aucun point n'est taillé sur mesure. Tous vont dans le sens de la consolidation de la démocratie et du renforcement de l'état de droit. Le chef de l'État s'est réjoui de voir que la structure a compris. Elle ne tombe pas dans le piège de la désinformation. Connu par ailleurs dans la promotion du pèlerinage à la Mecque, Arafat restera un partenaire du gouvernement du Sénégal. L'assurance est donnée par le président de la République qui prend ainsi en charge une doléance de l'organisation. L'État va travailler
à réunir les conditions optimales pour que désormais le pèlerinage à la Mecque soit une réussite totale. Arafat est en phase. Adja Diop peut maintenant poursuivre sa mission. Elle est réélue présidente d'une structure qui entend investir le terrain pour faire triompher le oui au référendum du 20 mars prochain. Le ministère de la Jeunesse a remis un financement de 500 millions de francs CFA aux jeunes et aux femmes du Sénégal. Une réponse diligente du président de la République à travers le PAPEJ, seulement moins de quelques mois après sa rencontre avec la jeunesse. La ligne de financement concerne plusieurs projets dans divers domaines. Cher Bamagay. Ces jeunes et femmes du Sénégal sont venus récupérer leur financement destiné à leurs projets. Un montant de 500 millions de francs CFA dégagé par le président Macky Sall à travers le PAPEJ. Nous avons tenu à venir nombreux pour vous dire toute notre gratitude et surtout remercier tout particulièrement le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Cette remise de financement de 500 millions de francs CFA aux jeunes et femmes intervient juste moins de 2 mois après la rencontre entre le chef de l'État et la jeunesse. C'est le respect d'une promesse qui crée surtout l'enthousiasme. Puisque nous sommes dans un contexte de référendum, s'il y a un droit qui devait figurer parmi les 15 points, j'aurais mis le droit au financement des projets des jeunes. Parce que les jeunes Sénégalaises ont certes besoin de démocratie, mais ils ont également besoin de financement de leurs projets, de leurs idées de projets. Le ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, a rappelé également aux jeunes que la politique du chef de l'État, c'est d'abord la jeunesse. 150 jeunes et mouvements de femmes pour un montant global de 508 millions. Je voudrais par cette occasion vous annoncer que les financements des projets seront suivis bientôt par l'exploitation des fermes agricoles, des fermes avicoles, des fermes piscicoles, dont certains sont déjà achevés. Si aujourd'hui, on a tenu à faire cette mobilisation, c'est pour que d'autres jeunes puissent s'inspirer de vous. Le président s'est engagé, on est en train de le faire et on va le faire. Enfin, à travers ce financement avec le PAPEJ, le ministre de la Jeunesse remercie un partenaire clé, notamment la Banque africaine de développement, dans la conduite de ce projet novateur destiné à l'emploi des jeunes. Et à terme, l'insertion de la jeunesse sera quelque chose de pérenne et durable. La route des Grandes Niayes sera inaugurée lundi prochain par le président de la République. Cette infrastructure routière a été financée par la Banque mondiale. Elle va permettre d'améliorer les déplacements des populations vers les grandes villes. Awanyaya. Faciliter les déplacements des biens et des personnes tout en réduisant le coût des transports, c'est maintenant devenu une réalité dans la zone des Grandes Niayes. Rufisque, Sangalkam, Bambilor, Bayar, Diender, Notto-Gouye-Diama, Mboro jusqu'à Lompoul, les populations de ces communes ont montré leur joie avec la réalisation de la route des Grandes Niayes, située dans l'agglomération de Dakar. On n'a jamais eu ça, on écoule maintenant notre marchandise jusqu'à Dakar sans problème. C'est une grande satisfaction. Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 55 millions de dollars US. À travers le PATMUR, projet d'appui au transport et à la mobilité urbaine, l'AGEROUTE a réalisé la dorsale des Grandes Niayes. Ce projet de réhabilitation est constitué de 3 lots. Le lot 1, c'est de Rufisque à Bayar. Le lot 2, c'est de Bayar Notto Moro. Le lot 3, c'est de Mboro, Diogo, Lompoul. Pôle d'émergence agricole, la zone des Grandes Niayes produit plus de 100 000 tonnes de légumes et de produits frais par an. Il y a plus de clients et les affaires marchent quand la route est bonne. Il y a plus de véhicules qui viennent ici. Il y a des voitures qui viennent de la Gambie, de Tamba, de Touba, de Kassor et d'autres localités de Dakar.
Grâce à cette infrastructure routière, les populations auront accès aux services sociaux de base. L'objectif visé est d'améliorer les transports publics urbains. Cette route sera prolongée jusqu'à Gandiol, ce qui constitue une alternative à la route nationale de Dakar à Saint-Louis. On est en train de préparer ce qu'on a appelé un financement additionnel au projet PADMUR. Ce financement additionnel prend en compte le prolongement de la route des Niayes jusqu'à Saint-Louis. Ce tronçon terminé permettrait vraiment d'avoir une alternative à la route nationale numéro 2 pour rallier Dakar à Saint-Louis sans pour autant passer par Thiès ou bien Louga. On pourrait quand même directement rallier Saint-Louis en passant par la zone des Grands Niayes, de Lompoul, Boro, Lompoul, en allant vers Gandiol. La route des Grandes Niayes sera inaugurée ce lundi 14 mars par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Accueillir 3 millions de touristes à l'horizon 2023, c'est l'objectif que se fixe le ministère du Tourisme et des Transports aériens. Pour atteindre ce taux, 5 milliards de francs CFA sont mobilisés dans le cadre du crédit hôtelier mis en place par le gouvernement du Sénégal afin d'impulser la relance du secteur. Le ministre Maïmouna Ndoye Seck l'a rappelé lors d'une tournée de 3 jours dans les stations touristiques d'Abéné, Kafountine et Cap Skirring. Moussa Mané. Toute visite d'un ministre du Tourisme en Casamance est très attendue par les opérateurs du secteur. Mais celle de Maïmouna Ndoye Seck est très spéciale. Elle intervient un an après les mesures prises par l'État du Sénégal pour promouvoir la destination. Nous attendons que vraiment la relance du tourisme puisse venir à son moment et qu'aujourd'hui, l'histoire de désenclavement des avions, nous souhaitons toujours qu'on ouvre le ciel pour que les charters puissent venir et que la promotion continue. La levée du visa adéquate, des infrastructures aéroportuaires de qualité. À ce titre, une visite des lieux a permis de cerner les problèmes. Ils vont de l'augmentation de la piste à l'insécurité liée aux habitats, mais aussi au renforcement des capacités du personnel, surtout celui des sapeurs-pompiers. C'est au son du tam-tam que la délégation a été reçue au village artisanal de Ziguinchor. Une visite au pas pour constater le savoir-faire des artisans. Une première saluée à sa juste valeur. Un sentiment de tourisme de l'artisanat au niveau de la région de Ziguinchor. Donc il joue un grand rôle sur le plan financier. Parce qu'on est un partenaire. Tout le travail que bâtissent nos artisans au niveau du village, il est acheté par les... Aussi au service régional du tourisme, où elle a eu une idée du nombre de réceptifs. Ça, c'est un livret sur les arbres, le patrimoine naturel, comment le mettre en valeur. On a fait un travail de recherche de 6 mois. Il nous a permis pour chaque arbre de savoir comment on l'utilise dans l'habitat, dans l'architecture, dans la médecine et dans l'alimentation. Relancer le secteur du tourisme dans cette région qui en a vraiment besoin, compte tenu des potentialités que nous avons dans cette région, je pense que la Casamance doit aller au-delà des capacités que nous avons aujourd'hui. Je pense que nous sommes la 3e région touristique du Sénégal. Déjà, elle tire un premier bilan à mi-parcours. Ce sont des questions que nous avons eu à constater sur les papiers quand nous avons pris service et nous avons tenu à venir regarder sur place quels sont ces problèmes de façon réelle et quelles sont les perspectives qui commencent également les résultats, les premières mesures prises par le chef de l'État avec la suppression du visa. Les premiers résultats sont donc constatés au niveau des réceptifs ici à Ziguinchor. Mais pour mieux juger l'impact des mesures, le ministre se rendra à Abéné puis au Cap Skirring avant de tenir un CRD spécial sur le tourisme à Ziguinchor. Le nouveau chef de corps du 5e bataillon d'infanterie de Ziguinchor vient d'être installé dans ses fonctions. Daouda Sissoko compte travailler dans la continuité et s'engage à consolider les acquis. Le reportage de Salou Seck. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du 5e bataillon d'infanterie, de par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais comme chef le chef de bataillon Daouda Sissoko, ici présent. En recevant le drapeau des mains du colonel Fulgence Ndour, commandant de la zone militaire numéro 5, le chef de bataillon Daouda Sissoko vient d'être installé officiellement dans ses fonctions de chef de corps, un rituel important dans la vie d'un bataillon. Je remercie le commandement qui a renouvelé sa confiance à mon égard pour me confier ce prestigieux bataillon. Et
je ne ménagerai aucun effort pour être à la hauteur des tâches qui me sont confiées. Le nouveau chef de corps est issu de la 15e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès. Il a obtenu des diplômes de chef de section d'infanterie, de commandant d'unité d'état-major, d'aptitude au grade d'officier supérieur. Devant les autorités civiles et militaires, le chef de bataillon Daouda Sissoko s'engage à consolider les acquis. J'ai trouvé un bataillon opérationnel, un bataillon qui aujourd'hui est l'un des meilleurs bataillons. Alors, maintenant, c'est de consolider ces acquis et d'amener la barre à un niveau plus haut. La cérémonie d'installation du nouveau chef de corps a été clôturée par un défilé militaire. Référendum du 20 mars prochain. Le vote des militaires et paramilitaires a démarré ce matin à Ziguinchor. Au centre Badara Diallo, le seul de la région, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du scrutin. Abdoulaziz Ban. École lieutenant Badara Diallo de Ziguinchor. Ici, le vote des militaires et paramilitaires a démarré dans les règles de l'art. L'ensemble, nous avons démarré à 8 heures. Sur le plan du matériel, il n'y a pas de manquement. Il n'y a pas de manquement, tout est OK. Nous avons constaté sur place que tout le matériel était là. Le vote a démarré à 8 heures et il y a déjà des votants. Ça a commencé. Nous en avons pour 2 jours. Avec ces 1271 inscrits, ce seul centre de Ziguinchor compte 2 bureaux de vote. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du scrutin. Nous avons effectué toutes les vérifications. Tout le matériel est déjà sur place pour que le vote se passe normalement. Le préfet de Ziguinchor a fait le tour du centre pour constater le déroulement du vote. Il dit être satisfait de ce qu'il a vu. Très satisfait. Je suis très satisfait étant donné que les bureaux le vote a démarré à 8 heures. C'était notre problème à nous tous. Mais comme il a démarré, je crois que nous sommes très satisfaits. Ouais. Nous savons que l'armée est quand même reconnue comme étant très rigoureuse et nous demandons qu'ils viennent à temps et elle le fera et je crois bien que tout se déroulera normalement. Pendant 2 jours, les militaires et paramilitaires vont remplir leur devoir civique en participant à ce référendum. À Tambacounda, l'école Adja Aïda Mbaye est le seul centre de la région et compte un bureau avec près de 600 inscrits. Le point avec Abdoulaye Sikare. Un samedi comme les autres à Tambacounda, à quelques encablures du camp Mamoudou Lamine Dramé, l'école Adja Aïda Mbaye. Ici, les militaires et paramilitaires votent depuis 8 heures. Munis de leurs cartes d'électeurs et de leurs ordres de mission, ils viennent au compte-gouttes accomplir leurs devoirs citoyens. C'est un acte noble pour tout corps militaire et paramilitaire. Je suis de tout cœur à venir accomplir mon devoir de vote. Et j'appelle tous les citoyens, tous les corps militaires et paramilitaires à venir accomplir leur devoir. C'est un devoir qui incombe à tous les Sénégalais. Ça ne concerne pas les civils, mais à tous les Sénégalais. De venir voter, donner leur voix et donner leur mot à dire sur le pays. RAS, comme ils disent, dans ce seul centre de Tamba avec un seul bureau, le vote se déroule bien pour les quelques 500 inscrits. Il y a 592 inscrits sur la liste. Depuis ce matin, ça se passe très bien. Donc, on a ouvert à 8 heures. Le vote a démarré aussi à 8h00. Donc, nous déjà, en tant que membres du bureau de vote, on était là à 7 heures. On a trouvé tout le matériel sur place. On a arrangé le bureau en présence du superviseur de la SEDA et des représentants des 2 courants. C'est en 2007 que les militaires et paramilitaires ont acquis le droit de vote, mais pour la première fois, ils participent à un référendum. Ils sont unanimes à le dire, leur voix compte plus que jamais. Ils sont donc 20 734 militaires appelés aux urnes à partir de ce samedi. À Dakar, le vote a démarré ce matin dans le calme. Ambiance à l'école Floris et à l'école aéroport de Yoff avec Aram Dawa. À l'appel du oui ou du non, les militaires et paramilitaires répondent avant tout le monde. Des 20 734 qui sont appelés aux urnes ce week-end, l'école Moustapha Diop, ex-Floris, en attend plus de 3000. Il est 10h moins.
c'est au compte-gouttes qu'ils arrivent. On a démarré à 8h pile. Donc nous avons 663 votants, plus un qu'on a ajouté, parce qu'il est muni ce qu'on appelle donc un ordre de mission. Il y en a déjà 12 qui ont déjà voté, après à peu près 1h50. L'école compte 6 bureaux de vote, tous ont en moyenne 600 inscrits, tous ont aussi en moyenne une quinzaine de votants ce matin. Pour l'instant, il y a 14 votants. C'est les garnisons qui sont ici dans le département de Dakar qui viennent voter ici. Donc c'est pas comme le vote civil. Donc je crois que c'est un vote normal. Je crois que tout le monde viendra voter. Les minutes passent, à l'école fleurissent et les bureaux de vote se remplissent par moments. Aucun problème majeur à signaler, mais des ordres de mission qui peuvent parfois jouer des tours. Bon, je suis venu, j'étais détenteur d'un ordre de mission spécial avec le cachet du chef de corps, mais il me manquait le visa de l'autorité administrative. Et j'ai été renvoyé, je me suis rendu jusqu'au vers le centre culturel pour avoir le visa de l'autorité administrative et je suis revenu voter. Autre centre de vote, l'école aéroport de Yoff. Elle est quasi vide. Pourtant, 1925 votants sont attendus ici. Nous avons démarré à 8h, mais il est 11h passées, nous sommes à 15 votants. Je leur demande vraiment de venir voter. On est là depuis ce matin, on ne les voit pas. On leur demande de venir voter. Où sont vos autres collègues? Ils sont en route, ils vont venir. Ils sont en route, ils vont venir. La plupart ils attendent de venir le soir, mais c'est sûr qu'ils vont venir. À signaler que le vote se déroule sur 2 jours. Dans les bureaux, la Sénat est représentée, de même que les camps du oui et du non. Les opérations se poursuivent demain dimanche, avec l'espoir d'une plus grande affluence. Et puis les Sénégalais de l'extérieur pourraient élire leurs députés à l'Assemblée à partir du 20 mars. C'est le 8e point du texte du référendum qui est soumis au peuple. Cela permettra à la diaspora de participer au choix et à l'évaluation des politiques gouvernementales. Les détails avec Ney Aïdja. La diaspora, la 15e région. Loin d'être une simple déclaration, cela pourrait être traduit en actes si le oui venait à l'emporter au référendum du 20 mars. Des députés des Sénégalais de l'extérieur, ce point est inclus dans les propositions de réforme du chef de l'État. Il y a des députés aujourd'hui qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont des Sénégalais de l'extérieur, mais la différence c'est que désormais, les Sénégalais de l'extérieur eux-mêmes vont élire leurs propres députés. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agira pas tout simplement d'avoir un Sénégal de l'extérieur dans la liste d'un parti politique. Il peut être élu et siéger à l'Assemblée, mais cette fois-ci, ce sont les Sénégalais de l'extérieur eux-mêmes qui vont voter dans le cadre des circonscriptions qui seront définies. La diaspora sera donc érigée en circonscription électorale avec un nombre de députés à déterminer dans la quarantaine de pays où les Sénégalais de l'extérieur votent. Ça a été une vieille revendication de la diaspora et donc on ne peut que saluer cette initiative. La diaspora contribue pour beaucoup à l'économie sénégalaise. Elle a donc besoin de représentants pour défendre ses intérêts. Au sein de la société sénégalaise, on magnifie la contribution importante de la diaspora sénégalaise qui vit à travers le monde en termes d'envoi d'argent, en termes d'implication et de mobilisation pour le développement économique et social du Sénégal. Des fils aussi importants pour notre vie économique contribuent de manière autant efficace dans la vie de notre nation, c'est normal à un certain moment donné que nous puissions penser à eux, dans le sens où le Parlement est le siège de la décision de la souveraineté nationale. C'est au niveau du Parlement que se décident les lois, c'est au niveau du Parlement que l'arbitrage budgétaire se fait. Les immigrés vont donc pouvoir désigner leurs propres représentants à l'Assemblée nationale. Ces derniers pourront donc défendre leurs préoccupations, qui sont souvent celles de leur famille restée au pays. Il existe des surdité profondes pour lesquelles seul un implant électronique permet de rétablir l'audition. Le service ORL de l'hôpital Fann veut se lancer dans la pose de ces implants
Le drame est que la surdité s'accompagne souvent de mutuité, car celui qui n'entend pas n'acquiert jamais le langage. Les compétences existent à Fann, mais le dispositif coûte 10 millions de francs CFA. Mardiawa. Si certaines surdités légères permettent d'avoir un lien avec le monde bruyant ambiant, d'autres dites profondes sont une vraie préoccupation. Les professionnels de la surdité que nous sommes posons aussi le problème de la réhabilitation des surdités profondes, aujourd'hui par l'implantation cochléaire. L'implant cochléaire, un espoir presque ultime pour les personnes souffrant d'une surdité profonde. C'est-à-dire une surdité pour laquelle l'appareillage, la prothèse amplificatrice ne parvient pas à faire entendre le malade. Le dispositif électronique comporte un récepteur interne logé derrière l'oreille sous la peau dans l'os temporal, un processeur de son accroché au pavillon de l'oreille qui transforme les vibrations sonores en signaux radioélectriques, un faisceau d'électrodes placé dans la cochlée par lesquels passent les signaux vers le nerf auditif puis le cerveau. Ainsi expliqué, le couple surdimutité se comprend mieux. On ne peut pas parler sans entendre. Et évidemment, ces malentendants sourds profonds étaient des sourds-muets en général. Quand ils grandissent sans entendre, évidemment, ils sont muets en même temps. Il n'est plus raisonnable que la surdimutité soit le seul choix quand on est atteint de déficience auditive profonde. Les compétences existent à Fann et le partenaire fournisseur a une longue expérience. Nous avons de différentes solutions pour les différents types de surdité. Le produit majeur de notre firme, c'est l'implant cochléaire. C'est une oreille bionique qui peut remplacer l'audition. Le petit appareil vaut plus que son pesant d'or, très largement au-dessus des moyens du commun des Sénégalais. Pour les 10 millions, quelle que soit la bourse de la famille, pose quand même problème. On aura beau parrainer peut-être 2 ou 3 enfants, même 10, mais ça ne règle pas le problème. La prothèse amplificatrice est déjà inaccessible à la plupart des malentendants qui dès lors ne voudront pas entendre, au propre comme au figuré, parler d'implants. 10 millions effectivement pour la bourse des Sénégalais moyens, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et donc il va falloir passer par quoi? Il va falloir passer d'abord par des mécènes, des fondations. Il y a des plateformes aujourd'hui où le secteur privé local est en train de faire un excellent appui, mais également aux partenaires extérieurs. C'est vrai, nous voulons de l'aide, mais également cette aide nous trouvera déjà sur un chemin et sur un chemin adéquat. En vérité, le coût risque d'être un frein au développement d'une activité pratiquée au Sénégal pour la première fois en 2011 avec le soutien de la fondation Claros. Nous avons placé pour la première fois en Afrique subsaharienne un appareil qui s'appelle un implant cochléaire. 5 années plus tard, on veut aller plus loin. Si le coût est élevé, c'est qu'il intègre l'appareil, les examens préopératoires, l'intervention elle-même et la rééducation. Il faut espérer que les autorités et les mécènes ne soient pas sourds à cette initiative, pas folle de Fann. Toujours dans ce registre, à l'occasion de l'édition 2016 de la Ziara de Léona Niassène, des consultations gratuites ont été organisées. Les pèlerins qui ont fait le déplacement ont pu être soignés gratuitement. Voici le reportage de Claire Diop. À l'occasion de l'édition 2016 de la Ziara de Léona Niassène, divers soins sont offerts gratuitement aux populations et autres pèlerins qui ont fait le déplacement. Une trentaine de médecins, spécialistes et infirmiers sont répartis sur 5 sites. Chaque patient bénéficie de consultations, soins et médicaments gratuitement. Donc on est en train de travailler, les autres équipes aussi se mettent à la tâche, donc malgré les difficultés inhérentes à toute organisation qu'on rencontre. Mais c'est vrai que la chaleur se faisant aussi, et ça a été très médiatisé, et je crois savoir qu'il y a des populations qui vont venir de villages lointains. Donc forcément c'est dans l'après-midi que le rush va se faire sentir. Et nous serons là jusqu'à la nuit. Différentes pathologies sont traitées, l'occasion de pouvoir rencontrer un spécialiste est saisie. On a plus les personnes âgées, d'accord, donc on a quelques cas de pédiatrie, mais il y a les personnes âgées qui souffrent d'étourdissement, donc certains en fait de maux à la poitrine, donc et ce qui fait que en fait nous nous sommes déplacés avec un partenaire, donc en l'occurrence le programme national de lutte contre la tuberculose, qui ont mis à notre disposition donc leur unité mobile, donc qui est là depuis hier soir. Donc pour vous dire que en fait on a des médecins dentistes, on a des ophtalmos, on a
en fait les techniciens pour la tuberculose et on a aussi beaucoup de généralistes. La région médicale de Kaolack, la pharmacie nationale d'approvisionnement accompagne l'initiative de ses membres de jeunes chambres internationales. Dans ces zones, l'accès à une santé de qualité est parfois difficile. Le Khalif El Hadj Ibrahima Niass a béni l'activité. Le parrain est maître Moussa Ba, il est huissier de justice à Kaolack. La ziara de Léona Niassène qui s'est donc passée dans une ambiance spirituelle. Plusieurs fidèles ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur foi et les valeurs de l'islam. Le reportage de Claire Diop. Léona Niassène, en ce jour de ziara, difficile de se frayer un chemin pour passer. Les fidèles talibés sont venus de partout pour l'événement. La maison du Khalif Mam Ibrahima Niass, la Zawiya d'El Hadj Abdoulaye Niass, la grande mosquée. Les points de convergence de tous les talibés. L'activité a commencé en 1911. En attendant la grande veillée animée par le Khalif, tout se passe bien. En amont, des dispositions particulières sont prises pour le bien-être des hôtes. Depuis presque un mois, on prépare l'activité. Toutes les démarches ont été faites jusqu'à arriver à ce niveau. Toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. La ziara est initiée depuis de nombreuses années, exactement en 1911, avec Mam Aladji. Mais chaque année, l'événement prend de l'ampleur. On rend grâce à Dieu pour tout cela. La ziara, c'est aussi cette exposition. Sur ces images, toute l'histoire de la Khadra Niassène, le parcours de toutes les personnalités qui ont animé les activités de la famille. L'événement offre également des opportunités commerciales. Différents produits sont proposés aux pèlerins et tout cela a été possible grâce au concours des autorités. Les engagements pris par les autorités administratives locales ont été respectés. Nous remercions l'État pour cette diligence. Nous n'avons pas de difficultés majeures quant à la prise en charge des talibés qui ont fait le déplacement. Les programmes de la journée se poursuivent normalement en attendant la grande veillée qui sera animée par le Khalif lui-même. Léona Niassène, un des 39 quartiers de Kaolack, ici Mam Khalifa s'était installé avec toute sa famille. Il fut l'un des premiers marabouts à initier le Gamou ou célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La première édition a eu lieu en 1911 et depuis la ziara draine du monde. Pendant toute une journée, on psalmodie les versets du Saint-Coran. Les louanges de la meilleure des créatures sont chantées. Les acteurs reviennent également sur la vie, l'œuvre et le parcours de Mam Khalifa Niass. Appel de Seydina Limamoulaye. L'édition 2016 se prépare. Un CRD s'est tenu à Dakar pour évaluer les besoins et prendre les devants pour une réussite de l'organisation de l'événement religieux prévu les 8 et 9 mai prochains. Fanta Badji. À 2 mois de l'appel, le comité d'organisation pose ici le premier acte des préparatifs de la cérémonie religieuse. Une réunion avec l'ensemble des services impliqués dans l'organisation pour mieux préparer l'événement. Nous avons commencé par les infrastructures avec Agiroute. Nous avons parlé des problèmes de santé, d'environnement, d'eau, d'électricité, de sécurité surtout, parce qu'actuellement dans le contexte actuel, il est important de veiller sur ce volet et je voudrais magnifier en tout cas le rôle que les forces de l'ordre avaient joué l'année dernière. Et dans l'ensemble aussi les concessionnaires comme la Sénélec, la SDE, la SONES, la Sonatel donc ont pris des engagements pour une bonne couverture de l'événement. La grande majorité des besoins est exprimée à partir du bilan de l'édition précédente, ce qui a engagé les autorités à prévoir davantage de mesures pour l'édition 2016. Nous avons aujourd'hui l'ensemble des besoins du comité d'organisation réunis sous forme de document. Il y a des mesures urgentes qu'il faut prendre rapidement pour que nous puissions assurer une bonne préparation de l'événement. Sur cela, nous serons à pied d'œuvre avec l'ensemble des secteurs, des services concernés afin d'affiner la préparation et il est même prévu des visites de terrain pour mieux cerner les préoccupations du comité d'organisation et des membres.
Nous allons parfaire cette préparation toujours en saisissant l'ensemble des ministères concernés, mais également les communes qui sont des acteurs clés dans ce processus, puisque tous nous devons converger vers une préparation excellente. Pour cette première rencontre, de nombreux engagements sont pris de part et d'autre des parties impliquées dans l'organisation de l'appel. En attendant les prochaines réunions où les dispositions définitives seront présentées, des dispositions censées assurer une bonne couverture de l'appel sur tous les plans et à tous les niveaux. Cette année, la 136e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye sera célébrée les 8 et 9 mai prochains. Initié en 1985 par le Saint Pape Jean-Paul II, les Journées mondiales de la jeunesse seront célébrées au Sénégal demain dimanche. Les jeunes de l'archidiocèse de Dakar se retrouveront à Diohine autour du thème « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Abbé Michel Koumba Korsen revient sur le sens des JMJ au micro de François Sec. C'est un rassemblement de jeunes unis particulièrement dans la prière, l'écoute de la parole de Dieu. Écouter un message d'église, mais aussi que les jeunes soient portés dans leur aspiration de jeunesse, dans leurs ambitions, par une oreille qui est l'oreille de la mère Église. La journée mondiale de cette année se vit dans un contexte particulier qui est le contexte de l'année du jubilé de la miséricorde. Et c'est pourquoi le thème